On va y revenir après, à la fin de l'épisode. Bon bref, du coup de ces deux épisodes, on a la suite donc du combat entre Wendy et Ezel. Alors la première moitié de l'épisode de la semaine passée était vraiment excellente, donc on avait le combat entre les deux qui était vraiment acharné avec la belle musique qui commençait. Alors je m'attendais à entendre un truc un peu plus rapide, genre, je sais pas, les trucs qu'on a eu contre Natsu, contre Rod, des trucs comme ça. Bon ici on a eu un truc un peu plus genre, il y a un truc, genre une musique un peu plus solennelle, un peu plus spéciale, genre c'est une adaptation en fait du thème principal en un peu plus lent. Bon ça me dérange pas tellement au final puisque j'aime bien aussi le son. Donc le combat en soi s'est bien déroulé, l'animation était plutôt pas mal. Alors certains critiqueront encore l'apparence de Wendy en mode Dragon Force. Moi personnellement je l'aime beaucoup. Je trouve, et j'espère d'ailleurs le revoir par la suite dans une version plus ou moins similaire. Alors l'idée par exemple de changer ses cheveux en rose, je rappelle encore une fois que ça m'a fait directement penser, quand le truc arrive en chapitre, mais ça m'avait fait penser directement à la couleur de cheveux de Poliushka, qui elle-même est justement la version Edolas de Grandin, qui Grandin étant le dragon justement de Wendy. Vous voyez un peu le cercle que j'essaye de, le lien que j'essaye de faire. Bon, c'est peut-être un lien un peu tiré par les cheveux ou qui sort de n'importe où, mais je voulais juste quand même le noter. Peut-être c'est pas forcément un hasard, parce que pourquoi ses cheveux deviennent roses? Je veux dire, Natsu il n'a pas eu de changement de couleur de cheveux quand il est passé en mode Dragon Force. Donc du coup, ces deux Dragon Force là sont les deux Dragon Force qu'on a vu, Natsu et Wendy, sont très cool. Alors celui qu'on a eu il y a encore des semaines avant, lors de la fin d'un des épisodes où on voyait justement Wendy se transformer et que la transformation était pas top, je l'avais dit dans une des vidéos, mais heureusement ici, personnellement, dans ces scènes, dans les scènes qu'on a eues donc ces deux dernières semaines, dans cette semaine-ci et celui de la semaine passée, j'ai trouvé plutôt bien plus correct que ce qu'on avait eu avant. Bref, donc le combat se termine avec un Wendy qui one-shot un peu, bon allez one-shot, allez, qui l'aborde de toute façon d'un coup, en demandant de la puissance comme Natsu-san, putain mais merde Wendy, je veux dire, la meuf elle est là, ouais c'est bon je vais arrêter, je vais être courageuse et blablabla, j'ai évolué avec son mode Dragon Force et tout, mais bon la meuf quand même, elle reste telle qu'elle est Wendy, la meuf qui est quand même pas sûre d'elle, qui a pas assez confiance en elle. Bref, du coup c'est pas très grave puisque je pense pas que les fans auraient aimé une Wendy un peu qui change de caractère. Je veux dire, l'auteur, il change pas non plus trop et tellement les caractères des personnages, tout simplement parce que certains des fans ne pourraient peut-être pas aimer. Donc je pense qu'ils préfèrent garder mentalement parlant, on va dire, le comportement donc de quasiment tous les personnages en fait. Bon. Du coup, l'épisode se regarde assez rapidement puisque le combat prend ouais, la moitié voire trois quarts en fait de l'épisode. Je trouvais ça un peu dommage que le combat en soi lui-même se termine assez rapidement. Et d'ailleurs, la manière dont Wendy a été sauvée par Mess, enfin Doran Balt, moi je me rappelle dans le manga, si vous étiez là à ce moment-là, mais quand j'avais vu ce passage-là en manga, moi j'avais pété un câble quoi. Donc voilà. Oh putain, c'est vrai que l'explosion est en fait plus grande. C'est limite un truc à au sacrifice de Vegeta contre Boubou. Oh, il y a un Super Saiyan. C'est quoi ça? Doran! C'est pas possible! Doran Balt! Qui ressemble, mais j'ai oublié, c'est canon! Non! Ah non, et franchement, et le revoir en animé, franchement, c'était vraiment pas mieux, quoi. Enfin, j'étais là vraiment putain de merde. Bref, du coup, au final, les choses se terminent bien pour Wendy elle arrive à stopper Face et justement, ça a une grosse conséquence sur les combats, donc sur le Grand Cube qui volait au-dessus donc de Magnolia, où se trouve la base de Tartaros et où combattent les autres justement membres de Fairy Tail qui sont toujours là-bas. Le combat entre Kyoka et Erza qui est d'ailleurs rejoint par Neo Minerva. Je vais te montrer le pouvoir des ténèbres. Bon moi habillé de manière plus dénudée. Enfin soit. Et ensuite il y avait aussi le combat Cella et Miragen qui toujours voilà stagne un peu à ce passage où Cella balance encore des bouquins voilà sur Miragen, la pauvre qui supporte pas du tout donc les connaissances qui sont dans les livres. Visiblement c'est son point faible. Allez savoir. Bref ces deux combats pardon qui étaient assez médiocres à voir. Heureusement vers la fin de combat entre Cella et Miragen les choses s'activent un peu plus puisque Miragen passe en mode Demon Shitri Demon où justement d'ailleurs Mira ne peut pas utiliser son takeover donc pour absorber le pouvoir du démon et de la même manière Cella ne peut pas utiliser son macro pour manipuler Miragen puisque celle-ci utilise des particules de démon et je pense que c'est aussi surtout pour ça qu'elle donc ne peut pas être affectée par la malédiction de Cella. Bref elle arrive d'ailleurs en même temps à détruire le Hellscore donc là où les démons se régénèrent puisque c'est une guilde d'immortels techniquement. D'ailleurs je comprends toujours pas alors pourquoi ils ont donné à Tempesta le surnom d'immortel, Tempesta l'immortel, bordel de merde, qui sont tous immortels dans cette guilde. Pourquoi alors Tempesta soi-disant immortel? En fait le Tempesta il était tellement pas doué qu'ils l'ont collé à un truc qui collait à tout le monde en fait. Bref. Du coup on voyait justement Ezel et même Fran Mars qui se régénérer. Fran Mars pourquoi? Parce que justement celui-ci s'est fait baiser par Natsu et Lucie. Bon alors ce combat là je veux le dire voilà c'était un combat assez bof bof dont justement la fin ne m'a pas trop plu puisque justement carrément Natsu, Lucie et Happy arrivent à résister à la malédiction de Fran Mars qui réussit à absorber les âmes des magies même des choses enfin des magies des personnes et justement par exemple je veux dire
ok, je comprends comme quoi, voilà, Natsuki, oh, c'est mon âme, j'ai envie de garder le truc, voilà, je m'énerve et tout. Bon, je pourrais comprendre si c'était que lui. Lucie aussi, je pourrais comprendre, genre, voilà, tu as absorbé mes esprits, je veux les libérer et avant ça, je ne peux pas mourir, enfin, me laisser me battre ou quoi. Là, je peux encore comprendre. Mais Happy, quoi, merde, le mec, il fait, je vais revoir Carla et manger plein de petits poissons. Enfin, non, bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça comme motivation, putain? Déjà, je veux dire, Happy survit à je sais pas combien d'explosions nucléaires, il arrive encore à absorber son absorption d'une âme en pensant à une autre chatte et à un poisson. La bouffe et les femmes, quoi. Je veux dire, bordel de merde, y a pas que ça dans la vie. Quoique. Bon, bref, du coup, l'épisode après s'ensuit avec un one shot, enfin, pardon, encore un one shot, j'ai l'habitude de dire one shot dans Fairy Tail, c'est pour ça. Bref, donc du coup, par la défaite de Fran Mars avec Natsu qui arrive donc à lui balancer plein de cailloux alors que dans le manga c'était plutôt Natsu qui prend justement un gros bout de rocher et l'écrase blindé de fois de suite alors que dans l'anime c'était un peu con justement Natsu qui balance des rochers l'un à la suite de l'autre. Je veux dire c'est un peu con comme défaite, surtout que Framas aurait pu se relever, bordel de merde. Je veux dire soyons clairs, Natsu avec ses coups de poing arrive à détruire, mais vraiment à détruire des murs. Ok, on est d'accord. Et Fran Mars en mode Hades s'est pris le truc dans la gueule. Alors pourquoi est-ce que des petits cailloux qui ne résistent même pas au point de Natsu, et qui d'ailleurs auquel Fran Mars a résisté, pourquoi est-ce que ces bouts de cailloux là arrivent à faire du dégât à Fran Mars? Alors je comprends pas trop comment marche sa constitution à ce type. Je comprends vraiment pas. Est-ce que ce serait parce qu'il a switché de forme, il était plus en mode absorption d'Hadès, mais en mode... Enfin non, si, il était encore en mode absorption d'Hadès. Mais je veux dire, je comprends pas encore qu'il était en mode normal ou quoi, ok, mais là, non quoi. Enfin, je comprends pas trop, bon, donc au final ça change pas vraiment grand chose, puisque Fran Mars n'était pas non plus le plus charismatique des membres du Kukimon de toute façon. Donc il se fait baiser sur ce coup. Bref, donc comme je l'ai dit, pour en revenir au Hellscore, justement, Fran Mars se régénère à ce moment-là. Mais pas de bol pour lui, le Hellscore se fait détruire par Mira Jane. Voilà, bon. Alors après s'ensuit bon un petit passage très intéressant puisque tout a fait inédit et enfin on arrive au moment que j'attendais, enfin les passages exclusifs à l'animé. Bon alors du coup on voyait le Oration 16 donc qui suivent Jelal et qui sont toujours là, enfin surtout pour Racer en tout cas, en train de se demander s'ils font le bon choix et s'ils pourraient peut-être pas rebotter le cul, enfin de tenter une nouvelle fois de botter le cul de Jelal qui en plus a perdu la vue à ce moment là. Et justement je trouve cette scène plutôt logique puisque c'est vrai que dans le manga, sans trop vous spoiler, c'est vrai qu'ils avaient l'air d'avoir accepté la chose un peu trop facilement pour une ancienne guilde noire légendaire. Bon, voilà. Donc du coup, les voir ici en train de se dire ouais, peut-être on devrait le tuer quoi et en profiter tant qu'il est encore un peu blessé. Je trouve cette scène-là plutôt intéressante et sympathique à voir. Cobra lui-même, bon, il donne une justification un peu bizarre, genre j'entends des cris et tout, je veux savoir d'où ça vient, jusque là je vais rester avec lui ou quoi. Bon, voilà, l'excuse à la Vegeta, genre Pardon, excusez-moi, c'est pas une excuse à la Vegeta, mais c'est genre l'excuse que donnent les anciens rivaux qui étaient genre méchants et sont devenus gentils, genre je vais attendre que ceci se produise et jusque là je vais rien faire, blablabla. Bref, des excuses un peu pourries. Bon, de toute façon c'est pas très important puisque au final l'épisode se termine là-dessus. Et là on a le passage un peu intéressant. En voyant le preview donc de l'épisode qui va venir, j'ai été extrêmement surpris de voir que l'on revoyait Rusty Rose. Alors je rappelle, Rusty Rose est donc un des mages de l'ancienne, la meilleure guilde, la meilleure ancienne guilde noire donc de l'époque, avant les 7 ans donc qui se sont écoulés. Après les événements du Tenro, donc de Grimoire Heart. Alors Grimoire Heart qui était donc géré par Purito, donc Hades, et qui à l'intérieur, enfin qui en tant que membres principaux, donc les membres, les 7 Kings of the Purgatory, les 7 Kings du Purgatoire, donc ils maîtrisaient tous des magies, on va dire des magies perdues, Lost Magic, ou comme les magies de Godslayer qui sont aussi des magies perdues. Et justement Hades les avait entraînés chacun d'entre eux pour en gros qu'ils deviennent très très forts et du coup ça leur donnait une puissance et une maîtrise de la magie assez impressionnante en tout cas pour justement vaincre plusieurs membres de Fairy Tail en même temps quasiment. Bref, du coup revoir Rusty Rose qui avait lui comme magie perdue celui de l'incarnation, enfin je sais pas quoi, bon en tout cas qui a une sorte de magie qui lui permet donc de synthétiser, de créer dans la réalité tout ce qu'il imagine. Tout ce qu'il imagine. Vous vous rendez compte? Déjà à l'époque je trouvais cette magie archi abusée. Alors on ne sait encore toujours pas quelles sont les limites de cette magie parce que Rusty Rose à l'époque en se battant contre Elfman et Evergreen leur avait dit qu'il y avait certaines limites à cette magie, mais que de toute manière elle restait une sorte de magie invincible parce que le mec il arrivait à créer des objets, je sais pas d'où ils sortent, des tours bizarres, enfin je sais pas quoi, même des créatures vivantes, hein, des créatures mais vraiment vivantes. Qui avait une propre âme ou un truc dans le genre puisque justement Bixler arrivait à prendre possession de ces créatures pour ensuite les faire disparaître, vous comprenez? Donc du coup c'est pas n'importe quoi. Donc du coup on le revoit dans le preview apparemment puisque Jelal et Meredi tombent sur lui et ce n'est pas tout puisque dans le preview on arrive même à voir Zincro qui était soi-disant mort contre Zeref, et aussi Azuma qui était censé s'être transformé en arbre géant après le combat qu'il a justement perdu contre Erza. D'ailleurs excellent combat malgré la version chapitre que personne n'avait vraiment aimé mais où l'épisode lui était excellentissime. Bref. Et je me demande qu'est-ce que c'est que ce bordel. Comment ça se fait que Zincro et justement Azuma soient là? Alors en y réfléchissant quelques minutes, je me suis dit, bon, la preview dit comme quoi Jelal et Meredi tombent sur Rusty Rose. Ils tombent sur Rusty Rose. Et juste après, et en même temps d'ailleurs, en fait, montre des images avec Azuma et Zincro.
Donc il est clair ici qu'en réalité Zancro et Azuma ne sont pas vraiment vivants, mais ne sont que des illusions créées, enfin des trucs créés en tout cas par Rusty Rose. Donc si le mec arrive à créer des créatures, il est tout à fait logique justement qu'il arrive à créer carrément des formes humaines ou qui ont leur imagination propre, ou, qui ont pardon, un esprit, ouais, une intelligence propre, un truc comme ça, ou alors ils sont commandés, je sais pas. Mais en tout cas, il serait possible pour lui d'en créer. Il a créé carrément des créatures, pourquoi pas alors des humains. Et puis de toute façon, dans la preview, on ne voit pas Azuma et même Zancro utiliser leur magie respective. Donc Zancro, sa magie du God Slayer du feu, donc des flammes noires, et Azuma, sa magie qui lui permet de contrôler donc les arbres, si j'ai bien compris, c'est ça, les arbres, ouais. Donc du coup je pense vraiment que c'est ça et que c'est pas du tout genre leur retour ou quoi éventuel. Alors on pourrait se dire alors mais il est où Kane? Où est Kane Hikaru? Ça veut dire le mec qui se battait avec la poupée vaudou. Parce que c'était avec Rusty Rose justement les deux derniers survivants où il y avait... Ouais, en fait je vais pas spoiler, mais en tout cas c'est les deux survivants apparents qu'on avait vus avec Ultia, mais Ultia voilà on sait ce qui lui est arrivé, mais c'est les deux survivants apparents qui étaient restés sur le vaisseau lorsque justement Zeref avait tué Poreito, donc alias Hades, sur leur vaisseau quand ils essayaient de s'enfuir donc de l'île Tenrojima. Mais que est-il arrivé? Et là j'ai bien une petite idée. J'ai une petite idée, et je pense que certains d'entre vous aussi techniquement avez une petite idée, mais je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler, mais pour tout vous dire, je peux comprendre pourquoi il est là, puisqu'il y a un personnage dans la suite de Fairy Tail au niveau scan, dans le manga en tout cas, qui pourrait nous apporter une réponse. Mais je doute qu'on va le revoir, en tout cas, cet arc-ci. Bref, de toute manière, on va revoir Rusty Rose, et ça c'est le principal, puisque sa magie était très très intéressante. Et en plus de ça, on voit Jelal et Meredi justement combattre justement Rusty Rose. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, la preview dit qu'il va leur apporter une news, enfin une nouvelle ou un truc, une information très très importante, une révélation carrément, je sais pas quoi. Donc du coup, j'ai hâte de voir, parce que je vois pas du tout ce que c'est. Enfin, je crois que c'est peut-être à propos de Tartaros ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a donc un contenu très 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 intéressant, vraiment très intéressant, et j'ai hâte de voir l'épisode suivant. Alors c'est pour cette raison d'ailleurs précise que je fais des reviews des épisodes de Fairy Tail, parce qu'il y a souvent du contenu de ce genre là, contrairement à Naruto qui nous rajoute du contenu, mais du contenu chiant quoi, du contenu de flashback, mais qui en sont des versions un peu différentes et un peu plus ennuyantes que les vrais flashbacks qui eux-mêmes, enfin qui eux allez au moins nous apportent des petites nouvelles, des petits trucs intéressants. Mais là à cette époque là c'était vraiment sur des persos qu'on n'avait rien à foutre. Enfin je veux dire... pas sur les persos principaux, mais on introduisait des persos dans ces flashbacks, on n'avait rien à foutre. Ici encore ça va, parce que ça nous renvoie plus ou moins au même délire. Puisqu'en plus c'est intéressant de voir Jelal, Horation 16, Grimoire Hertz, les anciens méchants comme ça qui se rencontrent tous. Je trouvais ça je trouve ça super intéressant, super cool à voir. Par exemple les membres d'Horation 16 qui côtoient leur comparse, leur ancien comparse de l'Alliance Baram. Et donc je trouve ça super cool, donc j'ai hâte de voir l'épisode suivant. Bref, je sais pas ce que vous en pensez de ces deux derniers épisodes. Qu'est-ce que vous espérez voir justement pour l'épisode qui va venir, donc qui va sortir, si vous avez vous-même des idées de ce que Rusty Rose pourrait apporter comme nouvelle à Jelal et à Meridi. D'ailleurs où se trouvent les autres membres d'Horation 16, parce qu'on voit les fois dans le trailer avoir des problèmes avec Rusty Rose, mais on voit pas les autres membres d'Horation 16 présents. Alors peut-être que justement ils vont leur prêter main forte et à partir de ce moment-là justement ils vont vraiment faire partie de Crime Sorcière. On verra. Bref, sur ça je vous souhaite une agréable semaine et à la prochaine. Ziou.